Patron, bonjour. Merci de me recevoir pour ce JFQD chez vous à l'USPO. Donc, vous êtes pharmacien d'officine avec une pharmacie magnifique à Montélimar. Vous êtes président de l'USPO. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu où nous sommes aujourd'hui et qu'est-ce que l'USPO? Nous sommes aujourd'hui au siège de l'USPO à Paris. L'USPO, c'est l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine, dont on rassemble les syndicats départementaux qui sont regroupés dans une union que je préside et dont le siège est au 43 rue de Provence, à côté de l'Opéra. Et on est le troisième syndicat représentatif de la profession et on a créé ce syndicat il y a maintenant 11 ans. Donc l'USPO, c'est quasiment 30% des pharmaciens d'officine aujourd'hui. Exactement. L'actualité de la pharmacie d'officine sur 2013 et pour 2014 s'annonce assez chargée. Vous êtes en pleine négociation sur les rémunérations actuellement. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelles sont les grandes lignes qui ressortent de ces premières négociations? La stratégie, c'est de poursuivre ce qui a été inscrit dans la loi Bachot, la loi HPST, qui dit clairement aujourd'hui qu'un pharmacien peut aller au-delà de l'acte de dispensation. Il peut être dans la prévention, être dans l'accompagnement des patients chroniques, des patients lourds, intervenir en maison de retraite, apporter des services aux patients qui en ont besoin avec les nouvelles technologies, les nouveaux challenges qui sont en train de s'ouvrir. Donc, être dans une stratégie positive d'accompagnement à la fois des besoins des patients, mais également des nouvelles techniques, comme les techniques opératoires, où les patients sortent plus tôt après l'intervention chirurgicale, et donc il faut que les soins se fassent maintenant plutôt à domicile, plutôt qu'à l'hôpital. Donc il faut que le pharmacien soit capable de relever l'ensemble de ces défis. Donc pour les relever, il fallait que ce soit bien clairement inscrit et qu'il n'y ait pas de contestation sur la possibilité pour le pharmacien d'être partenaire de l'équipe de soins autour du patient à domicile. Ça, c'était le premier point, c'est inscrit dans la loi, il n'y a plus de discussion là-dessus. Et d'avoir des modes de rémunération qui soient adaptés à toutes ces nouvelles missions que l'on va pouvoir confier aux pharmaciens. Jusqu'à maintenant, la rémunération du pharmacien, elle est liée à la boîte et au prix du médicament. Donc au nombre de boîtes et au prix du médicament. Maintenant, il faut que cela soit beaucoup plus diversifié, qu'on se décroche plus du prix et des volumes, et qu'on soit rémunéré. Si on fait un entretien pharmaceutique pour accompagner un patient, la rémunération elle doit être liée à cet entretien pharmaceutique et à ce travail qui nous a été confié. Quel est le calendrier de cette négociation aujourd'hui? Quand est-ce qu'on devrait voir un aboutissement concret? Alors, les nouvelles missions ont déjà démarré. On a commencé avec les anticoagulants. Très prochainement, on va suivre les patients asthmatiques. Demain, les patients sous traitement substitutif aux opiacés. Donc, tous les patients chroniques qui ont besoin d'un accompagnement. Donc là, on a démarré l'année dernière au mois de juin. Ça marche très très bien sur les AVK, puisqu'il y avait en 6 mois la moitié des pharmacies qui avaient déjà commencé les entretiens, 100 000 patients en 6 mois qui avaient eu un entretien pharmaceutique. Donc quelque chose qui était fulgurant et qui montrait bien que la profession était prête aux entretiens pharmaceutiques. Et donc si quelqu'un avait encore des doutes sur la capacité de mutation de cette profession, eh bien les doutes sont complètement levés. Donc ça c'était un premier point. Après il y a la modification du mode de rémunération du pharmacien, mais sur la dispensation des médicaments. Comment je me décroche des prix et des volumes? Et ça c'est extrêmement difficile à faire dans une période où la pression sur le médicament, la pression sur les pharmaciens n'a jamais été aussi forte, puisqu'on sort de 5 ans de pratiquement zéro, voire négatif, et là on est passé en dessous de zéro. Donc faire une réforme dans des conditions économiques aussi détestables, ça relève d'un véritable défi, parce que si on change un paramètre en y allant trop brutalement, on peut complètement perturber l'économie d'un certain nombre d'officines. Donc tout ça doit se faire avec beaucoup de suivi, beaucoup de lisibilité. Nous avons des statistiques et des outils informatiques qui nous permettent de suivre officine par officine l'impact et faire un prévisionnel par rapport aux modifications. Mais les marges de manœuvre sont extrêmement étroites, c'est pour ça qu'on ne peut faire ça que progressivement. Mais le challenge, il est là, c'est je décroche les prix des volumes, j'identifie des nouvelles missions et je suis payé de façon un petit peu plus forfaitaire que ce qu'on est aujourd'hui, puisqu'on est dépendant d'un pourcentage de marge. Il y aura toujours un pourcentage de marge, mais ce sera
pas forcément la partie qui sera l'unique partie de la rémunération du pharmacien. Mais tout ça, il faut le faire progressivement, et on ne réussit une réforme que quand la profession adhère à cette réforme. On ne fait jamais une réforme contre sa profession. Donc il faut être très très prudent, et le climat aujourd'hui est quand même un climat plutôt d'inquiétude et d'incertitude. Sur la partie métier, moi je suis rassuré, parce que chaque fois qu'on a demandé à des pharmaciens de relever des défis, ils l'ont fait. La sortie de la réserve hospitalière, des médicaments très compliqués qui étaient réservés à l'hôpital, sur des conditions. On l'a confié à la ville, les pharmaciens ont fait le boulot, il n'y a jamais eu de difficulté. Traitement substitutif aux opiacés, méthadone, Subutex, des patients compliqués, on l'a confié à la pharmacie a fait son boulot. La pilule du lendemain, pareil. Il y a aujourd'hui, tous les pharmaciens aujourd'hui délivrent la pilule du lendemain gratuitement, sans aucune difficulté. Et là, c'était un challenge qui était à la fois métier, mais aussi un débat de société. Quand vous accueillez une mineure qui a besoin d'un contraceptif d'urgence, voilà, il faut que la profession se soit mobilisée, y compris tout l'enjeu qu'il y avait derrière. Quand le Steribox a été mis à disposition des patients pour qu'ils s'injectent de la drogue de façon propre pour lutter contre le sida et l'hépatite, c'était aussi un challenge. Moi, donc j'ai toujours vu la profession, chaque fois qu'il y avait des enjeux de santé publique, des enjeux stratégiques, la profession relevait le défi et répondait présent. Donc j'ai pas de souci pour continuer notre métier quand on sort de l'hôpital, quand on a des nouvelles pathologies qui arrivent, des nouvelles stratégies de prise en charge. Le pharmacien est immergé dans la société, est très proche des évolutions. Donc il est capable de réagir avec une organisation, une réglementation extrêmement précise, et puis de la modernité. Le tiers payant, ça fait très longtemps que nous, on l'a absorbé et qu'on sait le faire fonctionner. Effectivement, la pharmacie a montré cette modernité. On a beaucoup parlé, on parle beaucoup en ce moment du DNP et de son échec. Alors l'Asie a répondu MeToo réalité, mais les pharmaciens ont montré avec le DP qu'ils étaient capables de se fédérer autour d'un projet. L'année 2013 a été quand même marquée pour la délivrance du médicament par des problèmes récurrents de rupture. On a beaucoup entendu parler du Levothyrox qui a posé beaucoup de difficultés. Le DP rupture, tel qu'on l'appelle, a été mis en place en version test, je crois. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, et de ce problème de rupture, qu'est-ce que ça a? Les ruptures, on voit bien qu'il y a des tensions, dès qu'il y a des tensions économiques dans la chaîne médicaments, on voit bien que les industriels essaient d'optimiser leur site de fabrication, de ne pas avoir trop de stock et de stock mort. Les grossistes répartiteurs aussi jouent les flux tendus, parfois exportent dans d'autres pays certains médicaments, et donc effectivement ça crée des tensions sur la chaîne qui sont inacceptables. Inacceptables. C'est-à-dire on ne peut pas faire des économies pour que ça se traduise à un certain moment par un approvisionnement chaotique au niveau de la pharmacie pour les patients. Et il n'y a pas de médicaments qui doivent être particulièrement surveillés par rapport à d'autres. Quand vous êtes hypertendu, vous avez besoin de votre traitement. Quand vous avez une greffe du rein, un médicament pour éviter le rejet, oui, c'est aussi important. Mais le médicament est important pour le patient. C'est son médicament, c'est son traitement. On travaille sur l'observance pour éviter que les patients interrompent leur traitement. On ne peut pas se permettre de dire à un patient, écoutez, vous pouvez vous en passer pendant une semaine, c'est pas sérieux. Donc, on a soulevé, l'USPO a beaucoup participé à ce débat il y a 2 ans, 3 ans, pour sensibiliser en disant attention, on voit que les ruptures se banalisent et que personne ne s'en occupe et que tout le monde se renvoie à la balle. C'est pas moi, c'est l'industriel, c'est pas moi, c'est le grossiste, etc. Et le patient ne comprend rien. Donc, on a fait une enquête et derrière, ça a déclenché toute une procédure qui est en train de se mettre en place et qui se traduit par le dossier pharmaceutique avec le canal rupture. C'est simplement de faire une photographie de ce qui se passe en temps réel, de signaler où les ruptures ont lieu, sur quels médicaments, et de pouvoir réparer rapidement ce manque d'approvisionnement. Si c'est une tension sur la chaîne, ça veut dire qu'il faut aller vite réalimenter les sites de Bretagne, parce que là, hop, il y a eu peut-être un camion qui s'est mis dans le fossé, et derrière, il y a eu un manque d'approvisionnement. Parfois, ça peut être un site de production. Et là, les pouvoirs publics sont très attentifs. Quand on est sur des médicaments qui sont fabriqués sur un seul site, 2 sites au monde, il faut bien évidemment avoir un stock tampon au minimum, parce que s'il y a un site qui brûle, ben ça peut remettre en question tout l'approvisionnement au niveau mondial de tel ou tel médicament. Donc ça, c'est important. Donc il y a à la fois des stratégies industrielles
pour éviter que ça aille trop loin dans le mécanisme d'économie et de concentration. Si c'est concentré, il faut avoir des stocks tampons permettant d'avoir 6 mois d'avance pour éviter d'être immédiatement en tension, et puis de s'assurer qu'après, dans le circuit de distribution, les pharmaciens sont approvisionnés avec la fluidité nécessaire pour qu'ils puissent répondre présent chaque fois qu'un traitement est prescrit. Donc c'était nécessaire, puisque tout le monde s'en lavait les mains en disant mais non, il ne se passe rien, c'est pas grave, non, c'était juste l'été parce qu'il s'est passé un problème. Pas du tout. Et on a vu que d'abord ça ne s'améliorait pas, et d'ailleurs ça n'est toujours pas réglé. On a aujourd'hui en moyenne, quand un pharmacien, on interroge les pharmaciens, on avait fait des enquêtes, un pharmacien a à peu près 15 médicaments en stock en rupture de stock en permanence. Donc c'est pas normal. Il peut y avoir 1 ou 2 médicaments, et quand c'est un vrai problème de contamination, un problème de l'eau non conforme, notamment sur des vaccins, ça peut arriver, là en général l'agence du médicament nous avertit les prescripteurs, ce qui permet d'avoir une stratégie alternative de prescription. Mais quand on est sur des micro-ruptures de 15 jours, 10 jours, etc., très compliqué. Donc ça, il ne faut pas que ça s'aggrave. Donc c'est pour ça que le DP rupture s'est mis en place, et il marche bien, hein, et toutes les informations partent de l'agence du médicament, et ça permet de mettre en alerte le plus rapidement possible les différents acteurs pour qu'ils rattrapent les trous quand il faut réapprovisionner. Pour conclure cette partie actualité, Gilles Bonnefond, je ne peux pas ne pas parler d'Édouard Leclerc et de la grande distribution. À quand les médicaments dans la grande distribution? Jamais. Jamais. Jamais, parce que où on considère que le médicament est un bien de consommation, et donc on le banalise, et là effectivement, si c'est un bien de consommation, eh bien on le met n'importe où. Si on considère que c'est un produit qui doit être correctement utilisé, on doit lutter contre le mésusage, et on n'arrête pas de dire en France qu'on consomme trop de médicaments, on ne va pas les mettre à l'endroit où on consomme tout, y compris éventuellement le médicament, ça n'aurait aucun sens. Donc nous, ce que l'on souhaite, c'est ce débat, on sait très bien que c'est un combat de l'individu déjà père, qui en fait plutôt un axe de communication pour son entreprise plutôt qu'une réelle volonté économique, parce que derrière, l'économie qui serait là derrière n'est pas si importante que ça. Simplement, nous, ce qu'on va faire des médicaments conseils, de cette fameuse automédication, c'est en faire un parcours de soins. Je n'ai pas besoin d'avoir un diagnostic médical. Je vais chez le pharmacien. Si je vais chez le pharmacien, je vais voir le spécialiste du médicament qui va me réorienter vers un médecin si je n'ai pas frappé à la bonne porte, ou qui va me donner des conseils et éventuellement un médicament pour répondre à l'attente. Et il faut que ce parcours ne soit pas pénalisé. Quand vous allez voir un médecin, vous avez une ordonnance, vous êtes autorisé à avoir un remboursement pour les médicaments. Vous prenez le même médicament après un conseil pharmaceutique, ni votre mutuelle, ni l'assurance maladie ne le remboursent. C'est le même médicament. Et vous allez voir un professionnel de santé. Est-ce qu'on n'a pas un système là qui est mal organisé en France? On n'arrête pas de dire qu'il faut aller voir, il faut désengorger les urgences et n'aller aux urgences que quand c'est nécessaire. Eh bien, quand on va chez le pharmacien, on est pénalisé financièrement parce que son médicament qui est consigné n'est pas pris en charge par sa mutuelle que l'on paye. Donc il y a peut-être une réflexion à avoir. Mais voyez, nous, c'est plutôt une stratégie non à la consommation, oui à un parcours de soins, oui à augmenter la sécurité, à inscrire ces médicaments dans l'historique du patient, dans le dossier pharmaceutique. Et j'espère que demain, il sera accessible aux médecins pour qu'ils puissent voir ce qu'a conseillé le pharmacien la semaine précédente pour prendre le relais avec le patient. Donc on voit bien qu'on n'est pas sur le même registre. Leclerc parle de prix, de consommation, tout ça est complètement surfait, c'est de la com. Les laits maternisés qui sont chez lui sont beaucoup plus chers aujourd'hui qu'en pharmacie. Donc, et quand on regarde la grande distribution dans les pays européens, que ce soit l'Italie, que ce soit le Portugal, que ce soit l'Allemagne, on s'aperçoit que les médicaments là-bas, y compris quand ils sont dans la grande distribution, sont plus chers qu'en France. Donc son système ne tient pas. Mais bon, voilà, il a trouvé un axe de communication, il agite un truc et on parle de lui, donc on lui fait de la pub. Merci beaucoup, Gilles. Merci à vous.